toutes, mais elles sont quand même toujours orientées un peu vers les mêmes choses, et on va les regarder un tout petit peu à un niveau détail. Bon, il y a un certain nombre d'actions, beaucoup d'actions, évidemment. Voilà, il y a une quarantaine d'actions, avec des grands axes. Alors, les grands axes qu'on va citer, il y a évidemment des axes qui s'intéressent à l'interne. Et quand je dis l'interne, c'est-à-dire comment les ministères et les directions des ministères en particulier et les opérateurs qui dépendent de ces directions sa culture, ou en tout cas intègre la donnée comme étant un élément, un vecteur de transformation, un vecteur de mise en œuvre des politiques, un vecteur d'évaluation de ces politiques. Donc il y a tout un sujet autour de la culturation, les formations, le travail en réseau, et ça, qui sont des éléments qui vont permettre, entre guillemets, de faire que finalement la préoccupation donnée soit mise au bon niveau et permettre ensuite de faire améliorer à la fois le service aux citoyens, mais aussi évidemment la transparence et évidemment de pouvoir donner à voir, entre guillemets, ce que font les politiques publiques de chacun des ministères. Le deuxième interne, c'est évidemment à l'intérieur de notre activité des différentes directions, c'est mettre en place des projets data qui vont nous permettre évidemment là aussi de faire progresser l'ensemble des directions autour de leurs projets data, puisque elles-mêmes sont évidemment conduisent des politiques et elles ont besoin de données pour les conduire, pour les décider et pour les évaluer. Et évidemment, il faut qu'ils s'en prennent conscience et qu'ils développent des capacités. On peut les aider à ça, évidemment, et ce sera aussi le rôle des administrateurs de données d'accompagner tout ce développement. Alors, je cite par ailleurs, évidemment, la question des impreneurs d'intérêt général, hein, qui sont une façon, effectivement, à un moment donné, de donner un coup en particulier, une espèce d'accélérateur, entre guillemets, à un moment donné, sur un sujet, qui permettent à des gens externes, entre guillemets, à la sphère publique, de venir aider la sphère publique, entre guillemets, à faire un projet qui permettra effectivement de donner un petit coup de boost à un moment donné sur un sujet qui n'arrive pas toujours à sortir. Mais évidemment, ce qui m'intéresse aujourd'hui et de vous dire, de vous signaler, c'est évidemment tout ce qui concerne et sert l'ensemble de l'écosystème Solidarité Santé, puisque l'objectif, évidemment, c'est pas que de travailler sur l'interne, mais effectivement aussi d'aller vers l'externe et de fournir un certain nombre de choses à tout l'écosystème, de manière à évidemment à aussi améliorer les choses et aider évidemment l'ensemble des acteurs à se saisir de ces sujets. Alors le premier objectif, ou le premier grand objectif, c'est évidemment l'ouverture des données publiques. Alors c'est un sujet assez, qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, évidemment, et là-dessus, évidemment, le ministère et l'administrateur de données ne va pas, se substituer ni chercher, entre guillemets, à changer les choses de manière profonde par rapport à des opérateurs qui font déjà beaucoup de choses. Vous avez évidemment dans la slide un certain nombre de sites qui font déjà de l'open data de manière assez large, assez connue, très utilisé, etc., etc. Et donc, évidemment, tout ça existe déjà et il est évidemment pas question, évidemment, de regarder, de recommencer à zéro à partir de ça. Il faut plutôt s'appuyer, évidemment, sur ces actions qui étaient engagées. Néanmoins, évidemment, l'idée, c'est d'établir un plan d'ouverture qui permet d'avoir une stratégie qui permet aussi de regarder en fait les sujets les plus importants, les objets les plus importants à regarder, les objets les plus importants à éclairer par la donnée et les objets qui sont aussi susceptibles de réutilisation, puisque l'objectif aussi de l'open data, c'est de permettre la réutilisation des données pour dégager des services, pour faire de la data vise, pour faire ce, etc. Tout ça, évidemment, ce sont des éléments qui sont bien connus, puisque vous utilisez certainement. Oula. Il y a des sauts bizarres, mais bon. Alors, vous utilisez certainement toutes ces données à la fois parce que vous les connaissez en partie et évidemment vous les avez évidemment identifiées, mais je les remets là au cas où, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est de citer que c'est assez large et que chaque organisme s'est saisi cette question pour justement pousser entre guillemets l'open data et contribuer ainsi à l'ouverture. Évidemment, nous souhaitons évidemment aussi accompagner les producteurs de données dans un projet d'ouverture. Alors,
à la fois les accompagner au sens de les soutenir, d'une part, mais aussi quelque part pour les communiquer sur cette ouverture, puisque des fois les choses ne sont pas suffisamment connues ou suffisamment, en tout cas, on ne sait pas où chercher, etc. Donc l'idée évidemment est là aussi d'aider entre guillemets, alors les réutilisateurs, les internautes, le public, etc., à essayer de se retrouver dans ces différents éléments, ce qui ne sont pas toujours très faciles en fait, puisque ça foisonne un petit peu par ailleurs. Mais tant mieux d'ailleurs si ça foisonne. Le deuxième sujet, c'est évidemment les codes et ouvrir les codes, les sources et les codes sources. Alors là, évidemment, c'est un peu plus récent, évidemment, et ça pose un peu d'autres problèmes, mais d'autres questions. Mais néanmoins, on a à faire un développement. Alors, j'ai cité là, entre guillemets, deux choses qui sont plutôt dans notre secteur et dans le secteur que vous connaissez. C'est à la fois le portail GitLab de l'adresse sur lequel vous retrouvez un certain nombre de codes sources. Et puis, j'ai cité également le programme BOAS, donc que le LSATF, avec les partenaires CNAM, RedSiam, etc., font pour mettre à disposition un certain nombre d'algorithmes. Et évidemment, pour ce qui nous concerne, les algorithmes de la cartographie médicalisée de l'ONDAM que la CNAM fait depuis une dizaine d'années, et qui évidemment sont des algorithmes qui sont très utiles et qu'il faut évidemment à la fois valoriser et à la fois partager et évidemment permettre à tout le monde de s'en servir, de s'en saisir pour les réutiliser. Évidemment, notre objet, là aussi, c'est pas de réinventer l'eau tiède ou l'eau chaude, c'est évidemment, encore une fois, d'encourager, accompagner tous les gens qui cherchent à faire ça et de pouvoir, là aussi, le valoriser, le signaler, le communiquer de manière à ce que on se rende compte de ce qui est fait et ne pas refaire. Voilà. Tout ça a aussi un souci, évidemment, d'efficience dans tout ça, parce qu'en réalité, parfois on fait les mêmes choses à chaque plusieurs opérateurs, et évidemment, c'est pas très utile. Il vaut mieux que nos forces cherchent à compléter le système plutôt que à refaire des choses qui sont déjà faites. Le dernier point, le dernier objectif, grand objectif, c'est évidemment la question du partage des données et la circulation des données entre acteurs. Alors habilité évidemment, parce que évidemment il y a deux questions finalement importantes. Un, il y a la stratégie qui traverse toute l'administration vis-à-vis des usagers qui vise à dire dites-le nous une fois que vous l'avez dit une fois, faut qu'on soit capable de pas poser la même question à chaque démarche administrative, puisqu'à partir du moment où on l'a dit une fois. Alors c'est un objectif tout à fait louable et évidemment on le sait chacun d'entre nous d'ailleurs dans notre quotidien, mais par ailleurs ça demande là aussi de développer un certain nombre à la fois de développement de tuyaux évidemment, hein, mais de techniques, mais il y a aussi une question de développement aussi de droit, parce que évidemment il faut que les assurés, les usagers, etc., sachent, entre guillemets, comment va être réutilisée la donnée. Et donc, ça demande évidemment là aussi un encadrement qui est important. Le deuxième, c'est évidemment la réutilisation des données, alors plutôt dans notre sphère à nous, dans notre activité en tout cas, qui sont les études et la statistique, etc. Et là aussi, on a un sujet de partage des données. C'est un des objets particulièrement prégnant dans la loi sur le SNDS de 2019, avec la création de la base principale qui est montée par la CNAM, bien sûr, à travers les différentes sources historiques du SNDS, et puis la création du catalogue qui devrait devenir, j'espère, dans quelques mois, la réalité. Évidemment, tout ça nécessite là aussi à la fois des tuyaux, des encadrements juridiques, etc. Et donc là aussi, l'AMDAC, il est aussi là pour essayer de favoriser tout ça de manière générale. Mais évidemment, ça fait partie des grands objectifs aujourd'hui de la politique et de la feuille de route de l'AMDAC. Alors, je voulais juste signaler par ailleurs, au-delà des objectifs que je viens de citer, c'est que là aussi,
on est un peu comme la prose et M. Jourdain, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on a fait sans pour autant les associer évidemment à chacune des actions de la feuille de route, mais qui contribuent aux actions de la feuille de route, et en particulier sur la crise Covid. Évidemment, tout ça a permis, entre guillemets, une illustration en fait de ce partage d'ouverture de données. Alors, on a j'en cite quelques-unes, mais quand que ce soit l'adresse, la CNAM, la Santé publique France, qui mettent en open data des données sur l'épidémie, ou sur le traitement de l'épidémie, ou sur la gestion de l'épidémie, évidemment, à la fois, ça permet évidemment au pouvoir public de mettre en œuvre des actions visant à maîtriser le plus possible l'épidémie. Je ne rentre pas dans la question de savoir si de l'évaluation de ces actions, si elles ont été toutes bénéfiques, si la donnée faisait partie, entre guillemets, de l'analyse nécessaire à la décision. Et évidemment, on a, alors je dis on collectif, évidemment, qu'on a fourni de nombreuses données que dans les différentes instances de pilotage, entre guillemets, de la crise. Et évidemment, ce sont des choses qui ont été très importantes. Et surtout, elles ont été aussi mises en open data, c'est-à-dire que ça a permis des réutilisations, et on en a quelques-unes assez illustrées, enfin, comment dire, assez emblématiques. Hein. Je rappelle que le ministre venait en conférence de presse avec les courbes qui étaient de Covid Tracker, voilà. Donc, ce sont des choses qui sont, et vous avez aussi dans toutes les publications, tous les journaux, vous avez tous ces éléments. Évidemment, il y a aussi le partage. Et donc ça, c'est un élément très important, c'est que les données qui ont été construites, que ce soit CIVEP ou CIVAC, vont intégrer le SNDS. Et donc, qui permettent, alors en réalité, elles l'ont déjà permis, hein, un certain nombre d'études, que ce soit faites par l'adresse, par Epiphar, avec l'ANSM, la CNAM, etc., de produire des études sur le virus, sur le vaccin, sur l'innocuité, entre guillemets, et la protection vaccinale, etc., etc. Donc, ce sont des sujets extrêmement importants qui, là aussi, sont importants pour la politique, bien sûr, menée par les pouvoirs publics sur la crise, mais aussi à destination, entre guillemets, du public. Alors, c'est parfois enfin, comment dire, c'est parfois pas facile de traduire, entre guillemets, tous ces résultats d'études parce qu'ils sont quand même, malgré tout, des choses relativement entre guillemets complexes, ou en tout cas pas si simple que ça à présenter, et pas si simple que ça entre guillemets à asseoir. On est quand même dans quelque chose de scientifique. Le scientifique qui est à la fois de l'assurance sur la qualité scientifique des travaux, et en même temps on connaît tous les limites des travaux scientifiques. Voilà, quand on juge l'efficacité d'un vaccin, on le juge à 6 mois, 9 mois, machin, etc. Qu'en sera-t-il dans 5 ans? Et on n'en sait rien. Et donc, il faut aussi voilà. Donc ça, c'est des sujets difficiles de communication, mais néanmoins, voilà. Et je pense que nous aurons tout un programme d'études à venir par les uns et par les autres, et ce sera évidemment très bien. Alors, donc après, juste un petit topo, donc voilà, comme le rôle de l'AMDAC MSS tel qu'on l'adresse là envisagé. Voilà, donc on est plutôt, comme je vous le disais, un facilitateur, animateur, c'est-à-dire qu'on fait pas à la place des autres. De toute façon, on n'a pas, entre guillemets, les moyens. Mais c'est surtout que les autres font déjà. C'est un métier, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les statisticiens, les services d'études, les machins, etc., les directions numériques, ceux qui créent du service à partir des données numériques, etc., tout ça sont des gens qui le font. Notre objet est évidemment plutôt d'assurer, entre guillemets, une fluidité sur la prise en compte des problèmes transversaux, d'éventuellement être évidemment un point d'entrée sur les sujets de données, mais encore une fois un point d'entrée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tout doit passer par l'AMDAC, parce que de toute façon il y a déjà de nombreux contacts qui sont créés entre les différentes organisations, et il ne s'agit pas de les modifier, ce qui marche bien, évidemment. Par contre, évidemment, coordonner, animer, etc., ce sont des choses qui sont importantes. Et évidemment, un sujet d'animation, c'est-à-dire de faire voir
dire ce que les gens font, et éventuellement mettre en relation des gens, contribuer entre guillemets à donner des priorités sur ces différents axes de travaux, que ce soit de l'open data, du partage de données et de l'ouverture de code, évidemment, puisque l'intérêt pour nous, c'est évidemment de mettre en œuvre les choses qui vont apporter le plus de valeur pour les usagers de manière générale, que ce soit pour les réutilisateurs, que ce soit pour la transparence de la politique publique et que ce soit pour la connaissance, tout simplement, par tous de ce qui se passe dans le secteur. Voilà. Alors, juste donc là vous avez l'adresse, mais je signale qu'évidemment vous avez dans les participants à ce meeting Arnaud Bonnard qui travaille avec sur ce sujet depuis quand même déjà plusieurs mois, et moi je ne fais que d'arriver depuis 2 mois. Donc tout cela se fait ensemble avec aussi l'ensemble des participants qu'on va désigner, que les directions vont désigner dans chacune des directions de la mission centrale pour avoir des correspondants et couvrir ainsi correctement le champ d'application de la feuille de route. Voilà pour et je suis à votre disposition, et Arnaud également, s'il y a des questions sur ce sujet. Alors, je vais arrêter immédiatement le partage pour que je puisse voir. Merci beaucoup, Claude, pour cette première présentation. On va attendre quelques instants, voir s'il y a des questions qui apparaissent dans le chat. Et sinon, on passera directement à la présentation, enfin à l'intervention numéro 2. Oui, bonjour. 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 Au fait, j'ai une question concernant les référentiels, c'est-à-dire les bases de données de référence. Est-ce que, c'est-à-dire, il y a des législations ou des traitements spéciaux concernant ou vis-à-vis ces bases de données? Alors, vous parlez de quel référentiel? Est-ce que vous pouvez préciser, prendre un exemple sur un référentiel que vous... Oui, par exemple, il y a le référentiel Orisis. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui regroupe tout ce qui permet l'accès à toutes les bases de données c'est-à-dire qui présentent c'est-à-dire des bases de données de référence qui présentent c'est-à-dire des données confirmées et validées. Mais Orisis, c'est une base sur les métadonnées, c'est-à-dire qui présente les différentes sources. D'accord. Absolument. Ok. Donc ça, c'est évidemment, ça fait partie en fait alors évidemment, il y a des sujets de catalogage ou de métadonnées qui sont évidemment dans l'activité de l'AMLAC, c'est-à-dire d'assurer que finalement les métadonnées puissent être rendues disponibles à tous les utilisateurs et s'orienter. Mais évidemment là aussi, notre sujet n'est pas de faire ou de refaire, c'est plutôt d'utiliser évidemment ce que font les gens. Alors il y a ici ce que vous avez cité, mais évidemment vous avez ce que l'adresse a développé sur les indicateurs, qui sont aussi des éléments qui permettent d'identifier là où on trouve un certain nombre d'indicateurs. Vous avez évidemment ce que le HDH a fait à travers toutes les métadonnées qui ont été, grâce avec l'appui des différents producteurs, Assurance Maladie, ATIH, INSERM pour le CPDC, etc., pour permettre ensuite de développer toute une documentation sur les données. Donc là aussi, nous sommes dans l'idée de montrer ce qui existe et de permettre aux gens d'identifier ce qui existe, mais évidemment de ne pas refaire. Donc ça, évidemment, c'est un sujet extrêmement. Vous avez tout à fait raison. Après, il faut qu'on l'organise, et encore une fois, c'est du flux d'informations. Après, il faut savoir le mettre en lumière, le mettre en exergue, et puis s'assurer que les gens savent où le trouver. C'est plutôt un processus effectivement d'accès entre guillemets à la métadonnée qui est très important, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Mais on va utiliser ce qui a déjà été fait, évidemment. Bien, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc si c'est bon pour tout le monde, on va passer à l'intervention numéro 2 de Noémie Courtejoie. Merci de m'avoir invité pour cette journée de présentation.
Donc, je viens présenter un exemple dans la lignée de ce que Claude Gisso a présenté. Donc, cette fois, c'est un exemple d'application de la politique d'ouverture des codes qui vient d'être présenté. Et les travaux présentés portent sur la base RAC, donc base sur les dépenses et les restes à charge en santé après assurance maladie obligatoire. C'est un travail collaboratif qui a été réalisé entre deux sous-directions de l'adresse. Donc, la direction OSAM, sous-direction de l'observation de la santé et de l'assurance maladie, dont je fais moi-même partie, et la sous-direction synthèse, dont faisait partie donc Raphaël Adjerad, mon binôme sur ce projet. J'ai préparé une slide avec quelques éléments de rappel sur la politique publique de la donnée et sa déclinaison au sein de l'adresse, mais comme ça a été bien expliqué par mes collègues, je peux passer directement au vif du sujet. Donc, à savoir l'exemple d'application de l'ouverture des codes de la base RAC, avec, pour commencer, je vais présenter donc cette base, notamment les principaux, donc le contexte, les définitions, sources de données. Ensuite, je présenterai les principaux résultats issus de l'exploitation de cette base, avant de revenir sur la diffusion des codes et la documentation. Donc, pour le contexte, commençons par quelques définitions. Toute dépense remboursable, donc ici en bleu, se compose d'une part remboursée par l'assurance maladie obligatoire, donc ici en vert, et d'un reste à charge après, donc AMO, c'est ce qui est présenté en gris. Donc le RAC AMO est donc défini comme le montant de la participation financière du patient aux prestations de soins après remboursement par la sécurité sociale et avant prise en charge par une assurance maladie complémentaire. Le RAC AMO se compose d'une part opposable, donc ici en jaune, et de dépassement, donc ici en orange. Et le montant donc de la partie dit opposable correspond à l'écart entre la base de remboursement de la sécurité sociale. Donc par exemple, la base de remboursement pour une consultation chez un généraliste, ça va être de 25 €. Et donc le montant opposable, c'est la différence entre cette base de remboursement sécurité sociale et ce qui va être effectivement remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Donc généralement, c'est 70% du montant pour une consultation chez un généraliste. Et donc, on a donc en jaune, comme j'ai dit, la partie opposable et le reste du RAC AMO en orange, c'est de la liberté tarifaire, composée donc des dépassements d'honoraires et de tarifs libres sur certains produits, par exemple sur les lunettes ou les prothèses dentaires. La quasi-totalité des contrats proposés par les organismes complémentaires santé prennent en charge le RAC opposable, mais la prise en charge des dépassements est beaucoup plus variable. Donc, pourquoi la base RAC? Donc, il s'agit d'une base de données simplifiée des dépenses et restes à charge après AMO. Et cette base a été élaborée conjointement donc par deux bureaux de l'adresse qui s'intéressent respectivement aux dépenses remboursement de l'assurance maladie et aux comptes de la santé. Donc, l'étude du RAC AMO, c'est un sujet omniprésent pour ces deux bureaux. Et si on part des montants macro, donc si on prend le RAC moyen dans la population, on passe à côté de fortes inégalités de répartition sur certaines populations ou sur certains postes de dépenses. Et c'est ce que l'on peut caractériser finement grâce à la base RAC. Ça permet notamment d'éclairer des réformes en cours comme celle du 100% santé. Et la puissance de cette base, c'est qu'en partant du niveau individuel de dépenses ou de remboursement, on retombe bien sur les montants agrégés présentés dans les comptes de la santé. Enfin, il s'agit d'une base simplifiée. Donc, pour tous ceux qui ont pratiqué le SNDS, on comprend l'intérêt du terme simplifié. Cette base est issue d'un retraitement des données du SNDS afin de structurer les dépenses et les remboursements en grands postes de soins. Je reviendrai là-dessus par la suite. Et ce qui en fait un produit donc prêt à l'emploi, à partir duquel on peut sortir rapidement des statistiques. Ça a été très utile à nos deux bureaux dans le cadre de la réponse à la demande. Ça réduit notamment le temps de traitement de ces demandes et puisque c'est une base prête à l'emploi, et ça nous a permis donc d'alimenter nos différents travaux d'études. Donc la base RAC contient des informations sur les caractéristiques individuelles des bénéficiaires. Donc c'est la colonne de gauche. Donc notamment voilà, l'âge, commune de résidence, statut affection de longue durée. Et on a également des indicateurs de dépenses et de remboursement, donc qui correspondent en fait
à ce que j'ai présenté dans la slide avec les éléments de définition. On a aussi affiné les indicateurs de dépenses et de remboursement pour les patients en affection de longue durée, puisque en fait, c'est du détail, mais pour ces gens-là, une partie donc de leurs dépenses est prise en charge au titre de l'affection de longue durée, mais pas toutes, et donc c'est intéressant de pouvoir ventiler ces dépenses. On avait fait ça dans le cadre d'une étude spécifique sur ce sujet. Et la base RAC donc contient une ligne par individu et par poste de soins pour une année donnée. Donc, plus précisément, pour construire la base RAC, nous avons utilisé et exploité donc différentes sources de données. Donc, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la base est indexée sur l'année, hein, donc c'est les dépenses pour une année. Donc, on a utilisé comme source de données le DCIRS, donc Data Mart de consommation interrégime simplifié pour les soins de ville et pour les établissements de santé privés. Et donc le PMSI, donc programme de médicalisation des soins, des systèmes d'information pour les soins en établissement de santé public. Donc le champ de cette base, ce sont les dépenses remboursables et présentées au remboursement, directement individualisables, réalisées dans l'année. Et on est exhaustif. Donc on a l'exhaustivité des soins en ville et également à l'hôpital, donc dans le public et dans le privé, en couvrant toutes les disciplines hospitalières. Donc à la fois tout ce qui est médecine, chirurgie obstétrique, quantité réadaptation, psychiatrie et hospitalisation à domicile. Ça, c'est une grosse nouveauté de cette base, c'est d'être exhaustif sur tous ces champs. Voilà, il y a quelques raffinements du champ, mais je passe sur les détails. Et la population d'études, donc c'est l'ensemble des assurés ayant consommé au moins une fois des soins sur le territoire français dans l'année, et pour tous les régimes présents dans le FNDS. Donc, sur ce champ, on a, donc comme j'ai dit, dans la base RAC, ensuite, une ligne par individu, par poste de soins sur l'année, avec des indicateurs de dépenses et de remboursement. Et donc, je vais zoomer un peu sur les postes de soins. Donc, le gros travail de constitution de la base RAC, ça a consisté à répartir les prestations au sein de postes de soins. Donc, il existe plusieurs niveaux de nomenclature, allant du niveau le plus agrégé au niveau le plus fin, pour répondre aux différents besoins. Donc là, j'ai dessiné par exemple des arbres pour les soins de ville. À gauche, on voit que au niveau le plus fin, on a des informations sur les dépenses de verre ou de monture, par exemple. Et celles-ci sont ensuite regroupées au sein d'un poste optique, lui-même compris plus largement dans les soins de ville. Donc, on a un arbre en fait qui permet aux nombreux usagers de se positionner au niveau qui les intéresse et donc d'extraire ensuite les indicateurs de dépenses et de remboursement pour le niveau d'agrégat qui les intéresse. Je vais maintenant présenter rapidement quelques études réalisées par Raphaël Adirad et moi-même à partir de la base RAC pour vous montrer tout son potentiel. On a publié 3 études et résultats portant sur la distribution des dépenses et restes à charge AMO dans la population. Ensuite, on a fait un zoom sur les patients en affection de longue durée et un autre zoom sur les établissements de santé. Je vous mets les liens puisque vous avez sûrement très envie d'aller découvrir ces publications et que je n'aurai surtout pas le temps de présenter tous les résultats. Donc voici en vrac quelques résultats issus principalement du premier étude des résultats. Donc on a ici à gauche la dépense moyenne par poste de soins et par âge, et à droite pareil avec le RAC AMO moyen. Et on constate en fait tout d'abord une forte augmentation des dépenses de santé avec l'âge, qui est plus modérée pour le RAC AMO du fait d'une meilleure prise en charge des dépenses des plus âgés par l'AMO. Si on décompose la dépense et le reste à charge par poste de soins, on constate que certains postes de soins pèsent très différemment dans la dépense et dans le reste à charge, ce qui est dû au fait que les postes de soins sont inégalement répartis inégalement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Donc, par exemple, si on regarde les soins hospitaliers, donc c'est les 2 postes du bas sur les graphiques, on voit que les soins hospitaliers représentent la moitié des dépenses des plus de 85 ans à gauche, alors que quand on regarde à droite, les soins hospitaliers représentent moins d'1 tiers du reste à charge
des plus de 85 ans. Inversement, si on regarde les postes ciblés par la réforme du 100% santé, donc c'est les 3 postes du haut, aide auditive, dentaire et optique. Donc ce poste représente 3% des dépenses de santé des plus de 85 ans. Donc c'est à gauche, alors qu'à droite, on voit qu'il représente plus de 22% de leur reste à charge. Et cet écart s'explique par la moins bonne prise en charge des soins de ville par rapport aux soins hospitaliers et à la liberté tarifaire qui est plus répandue dans certains postes de soins, en premier lieu donc dans le dentaire, aide auditive et l'optique. On s'intéresse maintenant à la distribution des RAC AMO dans la population. Donc ce graphe représente le RAC AMO moyen et sa composition par décile de RAC. C'est-à-dire qu'on a par exemple à gauche le RAC AMO pour les 10% de patients au RAC AMO les moins élevés, alors qu'à droite, on a les RAC AMO moyens pour les 10% des patients au RAC les plus élevés. Et on a aussi mis donc vraiment tout à droite le dernier centième, donc soit les 1% de patients au RAC les plus élevés. Et donc si c'est intéressant en fait d'avoir la distribution pour dépasser les valeurs moyennes parce que pour la moitié des patients, le RAC AMO est inférieur à 240 € par an, donc c'est la valeur médiane, mais il dépasse 1200 € pour 10% d'entre eux, chez qui il atteint donc plus de 2200 € en moyenne. C'est ce qu'on voit dans le dernier dixième. Et pour le dernier centième, donc 1% des patients, ce RAC AMO dépasse 3700 € par an et se situe en moyenne à 5400 €. Donc on est bien loin de la valeur médiane dans l'ensemble de la population. Donc si la majorité des RAC AMO restent modérés, il en existe des extrêmes qui ne sont pas neutralisés par l'assurance maladie obligatoire. Et pour rappel, on parle bien de RAC AMO, donc avant l'intervention de l'assurance maladie complémentaire. Et donc le RAC opposable, dont j'ai parlé dans la définition, donc c'est la partie qui est définie sur la base des tarifs Sécu, est largement prise en charge par l'essentiel des contrats complémentaires. Donc ce RAC opposable constitue environ 80% du RAC AMO pour la moitié des patients aux RAC les plus faibles, mais seulement 50% du RAC AMO des autres patients, qui donc eux sont plus fortement exposés au dépassement d'honoraires. Et enfin, pour 1% des patients au RAC AMO les plus élevés, les dépassements représentent 3 000 € en moyenne, donc soit plus de la moitié du RAC AMO. Et c'est en grande partie dû au dépassement en soins dentaires qui représente à eux seuls 1400 € pour les 1% des patients au RAC AMO les plus élevés. Ça, c'est pour illustrer nos résultats. Pour finir, si là, on va sur le dernier millième, donc c'est 0,1% des patients au RAC les plus élevés, eh bien, eux, ils ont un RAC AMO qui dépasse 7 600 € en moyenne et qui s'établit, qui dépasse 7 700 € et qui s'établit en moyenne autour de 10 000 € par an. On a cherché donc à caractériser le profil de consommation de soins des personnes concernées pour comprendre en fait qui sont ces gens qui supportent les RAC les plus élevés. Et pour ça, on a donc reconstruit la séquence de soins de chaque individu sur les 12 derniers mois et identifié 5 profils de consommation majoritaires. Et donc, en fait, si l'ordre de grandeur donc reste de 10 000 € de reste à charge après AMO par an, ce reste à charge s'explique par des structures de dépenses très différentes. Donc, sans m'étendre sur le sujet, on a pu montrer que parmi les individus au RAC les plus élevés, on a notamment des patients en fin de vie sous traitement lourd. On a des patients avec une consommation continue au cours de l'année, avec des soins donc à la fois en ville et à l'hôpital, dans des proportions plus ou moins importantes. Et de façon plus préoccupante, on a aussi des individus qui consomment peu de soins dans l'année, mais avec de forts dépassements d'honoraires qui contribuent à 70% de leur reste à charge. Et donc, encore une fois, sur les postes précédemment identifiés, donc optique, dentaire et audioprothèse. Et que j'ai peut-être pas dit d'ailleurs, c'est que tous ces résultats portent sur l'année 2017, donc on se situe évidemment avant la réforme du 100% santé. Alors, la BAGRAC offre de nombreuses possibilités d'analyse. J'ai mis quelques graphiques en vrac. C'est pour vous donner envie d'aller voir les publications correspondantes. On a exploité donc plus finement la BAGRAC pour décliner les résultats en fonction de l'état de santé via l'exploration des pathologies prises en charge
au titre du dispositif des affections de longue durée. Et on s'est également focalisé sur le reste à charge des séjours en établissement de santé. Et cette étude sur les établissements de santé est, à notre connaissance, la première étude à vraiment caractériser la distribution des RAC dans les différentes disciplines hospitalières. Donc en perspective, on continue à exploiter la base RAC en exploitant maintenant sa dimension géographique, ce qui permettra d'étudier les inégalités territoriales de dépenses et de reste à charge. Donc je pense avoir illustré pas mal l'intérêt de la base RAC à l'adresse. Mais au-delà de l'exploitation de la base RAC donc exhaustive sur l'ensemble des dépenses de l'année, les codes qui permettent de construire la base RAC sont réutilisés au sein de la base RAC, de l'adresse, pour exploiter des données d'appariement. Donc par exemple, on va avoir des données d'enquête appariées au SNDS et on peut faire tourner les codes de la base RAC sur les données du SNDS. C'est ce qu'on a fait par exemple à partir des données de l'échantillon démographique des populations, et on a apparié donc ces données au SNDS, on a ensuite fait tourner la base RAC là-dessus, ce qui permet maintenant en fait de caractériser les dépenses et les remboursements en fonction par exemple du niveau de vie des individus ou de différents déterminants socio-économiques. Donc c'est encore des projets d'études en cours. Il y a donc un fort intérêt à diffuser les codes de la base RAC à l'adresse, puisque déjà, on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce sujet au sein de l'adresse, et on pense qu'à l'extérieur aussi, c'est intéressant de les partager. Et par ailleurs, la base est vraiment utile en soi, mais sa construction a soulevé beaucoup de questions méthodologiques et techniques, et on s'est rendu compte que ce serait intéressant de diffuser non pas uniquement les résultats ou les codes de la base, mais également toute la méthode sous-jacente. Donc, on a mis en open source les codes de la base RAC et toute une documentation associée qui restitue un peu les défis méthodologiques qui ont été posés lors de la construction de cette base. Donc, vous pouvez trouver tout ça en libre accès, donc au lien suivant dans la partie publique du GitLab de l'adresse. Donc, on a des informations sur les codes de production de la base RAC avec des schémas explicatifs pour expliquer notamment le rôle des différentes fonctions, l'articulation entre les différents scripts. On a par exemple un premier script pour traiter les données du DCIRS relatives aux soins de ville et aux établissements de santé privés. Donc, bien sûr, pour vraiment faire tourner les codes, il faudrait avoir accès aux données du SNDS. Mais en tout cas, on fournit aussi des jeux de données tests qui ont la structure de celle du SNDS afin de pouvoir tester les codes et de mieux comprendre ce que font les différentes fonctions, même si ce sont évidemment des données simulées. Là, on a par exemple un second script aussi. Donc, je vous ai parlé du premier qui permet de traiter les données du DCRS. Le second script permet de traiter les données donc du PMSI sur les établissements de santé publique. Ensuite, on procède à la jointure entre la base RAC soins de ville et la base RAC établissement de santé, donc à partir des données en fait extraites du DCRS et du PMSI. Et on nettoie tout ça pour constituer la base RAC et on fournit également des scripts qui permettent de sortir des indicateurs utilisés dans les publications issues de la base RAC. J'attire donc votre attention sur la documentation qui accompagne ces codes. On a vraiment fait un effort de pédagogie avec une présentation générale qui présente la structure du code et a vocation à faciliter l'exploitation de la base RAC, avec notamment un dictionnaire des variables. On a également une documentation détaillée qui peut être consultée indépendamment des codes parce qu'elle apporte beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments sur les étapes de construction de la base RAC et donc sur les méthodes d'exploitation des données du SNDS. Donc, moi, je trouve que même la documentation est même peut-être plus riche que les codes eux-mêmes. Mais en bonus, on a quand même profité de la documentation collaborative. Donc déjà, elle nous a beaucoup servi pour construire cette base RAC et on s'est dit qu'au-delà des partages des codes de la base RAC, c'était aussi intéressant de partager les savoirs qu'on avait glanés en cours de route lors de la construction de la base RAC. Et donc, après avoir creusé pas mal de sujets, on a partagé nos connaissances dans la documentation collaborative. Donc là, j'ai listé toutes les fiches qui ont été écrites par notamment Christelle Jacquier, Raphaël Abdirad et moi-même au cours de la construction de la base RAC. Donc c'est pour moi je trouve un bel exemple de partage de la connaissance aussi. Donc d'ailleurs je vous encourage tous quand vous avez creusé un sujet
à écrire des fiches sur les questions parce que il y a sûrement d'autres gens qui se sont posés la même question. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Merci beaucoup Noémie pour cette super présentation. Il y a quelques questions qui sont apparues dans le chat, donc je vais les lire à voix haute et ensuite tu pourras y répondre. Donc la première question c'est: le DCIRS n'est plus chargé actuellement, comment faire pour l'application des programmes de l'algo? Oui, alors donc là, les publications qu'on a faites sur la base RAC étaient à partir des données 2016 et 2017 pour lesquelles on avait, nous, à l'adresse, une extraction des CIRS. Et donc, à partir de 2018, ça complique un peu les choses parce que on travaille à partir du DCIR. Donc, on a fait ce qu'on appelle une sorte de préambule ou de script de passage du DCIR au DCIRS. Donc, en fait, on est reparti des supports de la CNAM qui explique les subtilités entre DCIR et DCIRS, et on refait nous-mêmes le passage du DCIR au DCIRS, au moins sur toutes les tables et variables qui nous intéressent pour la construction de la base RAC. Et alors, je veux pas trop m'avancer, mais c'est quelque chose qui pour l'instant est diffusé à l'adresse, et moi j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement aussi à terme en faire un projet en open code, enfin diffuser les codes de passage donc du DCIR au DCIRS. Ok, merci. Donc, je poursuis avec une autre question qui a suivi, qui était donc l'agrégation du code LPP en axe anatomique, entre parenthèses orthopédie, endoc, etc., n'est pas publiée. Comment comptez-vous faire pour diffuser ce type de référentiel? Il existe les actes pour les médicaments, la biologie est pas trop mal, le PMSI utilise OAP. Tout est critiquable, mais cela ne peut être critiqué que si on a la correspondance entre le code affiné et le regroupement. Alors, il me semble que c'est partagé notamment dans les scripts de la base RAC. On a une partie avec des nomenclatures et on explique en fait comment on fait les agrégats. Donc, si c'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, vous poser une question, on vous expliquera plus spécifiquement, mais normalement, c'est dans la partie nomenclature. Ok, merci Noémie. Ensuite, on a deux autres questions qui ont suivi. Donc, première question, peut-on avoir accès à cette base RAC et si oui, dans quelles conditions? Et deuxième question, peut-on appareiller cette base RAC à une cohorte de patients? Voilà. Du coup, pour les accès, non, puisqu'elle est disponible uniquement à l'adresse pour l'instant. Alors, éventuellement, peut-être sur projet, mais ça reste compliqué. Donc, je pense que le plus simple, justement, ce serait que vous ayez vous-même accès aux données. Enfin, d'où l'intérêt de partager les codes. En fait, comme ça, on n'a pas besoin de partager la base. Ce sont des codes que vous pouvez faire tourner sur les données pour recréer vous-même la base RAC. Et pour l'apparier à une cohorte de patients, oui, nous, c'est ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce qu'on fait en interne, mais c'est sur la base d'appariements qui sont déjà fournis, notamment par la CNAM, où on a donc des données d'enquête, donc ça pourrait être une cohorte de patients aussi. La CNAM nous fait un appariement aux données du SNDS, puis on refait tourner en fait les codes de la base RAC. Enfin, tout l'intérêt, c'est que les codes peuvent retourner assez facilement tant que la structure des données est celle du SNDS. On peut le refaire sur les données du SNDS et apparier à des données d'enquête. Ok, merci Noémie. On a ensuite plusieurs messages de félicitations et une dernière question qui est est-ce que les publications de référence sont elles aussi accompagnées des scripts permettant de générer les résultats et graphiques utilisés? Sinon, serait-ce pertinent? Encore une fois, super travail, très intéressant. On a mis en fait, ça c'est une pratique qui est généralisée au sein de l'adresse, c'est quand on publie des études et résultats, on a aussi un fichier Excel associé. Donc en fait, le fichier Excel permet de recréer toutes les figures. Donc ce sont des données déjà agrégées, mais ça permet, enfin vous pouvez aller télécharger. En fait, si vous cliquez sur les liens, vous allez sur le site de l'adresse, vous allez trouver donc le site dédié à l'ER, à l'étude et résultats, et le fichier Excel avec
un onglet pour chacune des figures, les données associées et la possibilité donc de refaire les graphiques. Mais on n'a pas de code puisque là c'est, enfin, en fait les codes qui permettent d'extraire les indicateurs agrégés, c'est dans le script donc 04 dont j'avais parlé, qui permet de sortir les données agrégées. Et ensuite ces données agrégées, les tableaux qui sont faits dans les publications ne sont pas faites par un script, elles sont faites sur un tableur Excel. Ok. Merci Noémie pour ta présentation et pour les réponses aux questions. Si c'est bon pour tout le monde, on va passer à la troisième intervention de Stéphanie Boneschi. Merci. Du coup, je vais vous présenter les nouveautés open source et open data de la sous-direction observation de la solidarité, donc une sous-direction de l'adresse. Et moi-même, j'appartiens au bureau handicap et dépendance. Alors, ont été publiés récemment 3 modèles qui sont Autonomix, Livia et le modèle Trajectoire. Et ont été diffusés aussi en open data 3 bases de données. Les remontées individuelles de l'APA domicile, qui ont été floutées, les données brutes de l'enquête sur l'aide sociale des départements et les données brutes de l'enquête annuelle auprès des caisses de retraite. Enfin, des indicateurs d'accessibilité potentielle localisés ont été diffusés. Alors, ça fait beaucoup de sources très riches et bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tous les modèles et bases de données. Je vais essayer de vous les présenter plutôt de façon générale et succincte. Et par contre, je mettrai un peu plus l'accent sur 2 modèles qui sont le modèle Autonomix Domicile et Livia. Alors, le modèle Autonomix, c'est un modèle de micro-simulation qui a été développé à l'adresse. Il est sur le champ de la dépendance et il permet d'appréhender l'ensemble des dispositifs de prise en charge de la dépendance. Donc, à la fois pour les personnes qui résident à domicile et pour les personnes qui vivent en établissement. Pour l'instant, seul le volet domicile a été mis en open source. Donc, pour l'instant, je vais vous parler que de ce modèle Autonomix pour le volet domicile. Alors, le champ de ce modèle porte sur les bénéficiaires de l'APA en GIR 1 à 4. Donc, on considère qu'une personne en GIR 1 à 4 est dépendante. C'est donc une définition administrative de la dépendance. Ce modèle peut s'appuyer sur 2 jeux de données différents. Le premier s'appuie sur l'enquête Care Ménage, donc qui a été réalisée en 2015. Et le deuxième jeu de données concerne les remontées individuelles de l'APA domicile. Donc c'est des remontées des conseils départementaux. Donc le modèle Autonomix permet de calculer différents dispositifs de prise en charge de la dépendance. Le premier, donc, c'est l'APA et la participation du bénéficiaire. Il permet aussi de simuler le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile. Plusieurs indicateurs sont calculés. Le premier est la participation du bénéficiaire aux dépenses liées à la dépendance, donc qui sont l'ensemble des dépenses sont le plan notifié par les conseils départementaux lorsque le bénéficiaire de l'APA demande à bénéficier de l'APA. Il y a donc la participation, c'est ce plan, et moins l'APA, moins le crédit d'impôt. Et donc, on a un indicateur synthétique qui est le taux d'effort, qui rapporte la participation aux ressources mensuelles du bénéficiaire. Alors là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on peut obtenir grâce au modèle Autonomix. Donc, par tranche de ressources, on peut décomposer le plan notifié par les conseils départementaux entre ce qui n'a pas été consommé, entre l'APA, le crédit d'impôt et ce qui reste à la charge du bénéficiaire. On peut également observer les taux d'effort, donc la courbe en noir, selon ces ressources. On peut décliner ce type de graphique par GIR et par différentes caractéristiques des bénéficiaires de l'APA.
Alors, ce modèle, tous les codes ont été diffusés sous le GitLab de l'adresse sous forme d'un package. Ceci pour simplifier l'utilisation du modèle. Alors, je vous ai mis une capture d'écran de GitLab, où donc il y a aussi bien sûr le lien. Donc, on voit les deux modèles qui ont été diffusés récemment, Autonomix et Livia. Donc, je vous montre la structure du dossier sous GitLab. En réalité, il y a deux packages qui ont été mis à disposition. Le premier, c'est donc Autonomix domicile, mais aussi Autonomix outils, qui en fait contient tous les codes de calcul de fonctions, fonctions par exemple de calcul de l'APA ou de calcul de l'imposition. Pour vous aider à prendre en main ces deux packages, un projet a été mis à disposition qui s'appelle Autonomix prise en main. Donc son nom est assez parlant. C'est pour faciliter en fait la prise en main du package. On a fait un véritable aussi effort sur la documentation puisqu'on a mis à disposition une documentation très détaillée, à la fois sur les données en sortie du modèle, ce qui a été calculé, mais aussi comment toutes les données ont été traitées, quelles hypothèses ont été faites. Et dans la documentation, on retrouve les paramètres du modèle. Donc, pour utiliser ce modèle Autonomix, je vous ai dit qu'il y avait deux sources de données en input. Donc, l'enquête CARE et les RI autonomie, RI domicile. Ces données sont accessibles via le CASD, mais l'adresse a également mis à disposition une base en open source qui s'appelle les RI domicile floutés, qui permettent de faire tourner le modèle Autonomix. Et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc, un deuxième modèle a été mis en open source qui s'appelle le modèle Livia, lieu de vie et autonomie. Ce modèle permet de réaliser des projections du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans entre 2015 et 2050. Il donne des résultats par sexe, par tranche d'âge, par niveau de perte d'autonomie et par lieu de vie. Ces résultats sont disponibles au niveau du département. Deux définitions de la dépendance, une administrative, telle que je vous l'ai évoqué tout à l'heure pour Autonomix, est considérée comme dépendant une personne en JR 1 à 4, et une épidémiologique qui se détache des données administratives et qui s'appuie sur des données d'enquête. Voici un exemple de résultat que l'on peut obtenir avec ce modèle. Donc, c'est le nombre de seniors en situation de dépendance à l'horizon 2050 et selon trois hypothèses en fait d'évolution de la dépendance, ce qui est assez classique dans tout ce qui est projection, une hypothèse optimiste, une pessimiste et une intermédiaire, ce qui donne une fourchette de résultats. L'intérêt de mettre le code en open source, c'est que du coup, on va pouvoir modifier les hypothèses d'évolution de la dépendance pour créer des scénarios plus ou moins optimistes. Et là aussi, le modèle est accessible sous GitLab. Tous les liens sont dans le diaporama. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré une arborescence de la structure du dossier. Donc, il y a un README qui est bien fait, qui permet où il y a le mode d'emploi du code, il y a la présentation du modèle, les grandeurs qui sont calculées. Du coup, pareil, c'est un effort de documentation a été fait pour que la prise en main du code soit facile ou plus facile. Ensuite, un troisième modèle a été mis à disposition. C'est le modèle trajectoire, mais seul un module a été mis à disposition qui s'appelle calcul des droits à la retraite. Donc, ce module vise à calculer les droits à la retraite de cas type.
à partir des descriptions de caractéristiques individuelles et de la carrière des individus. Donc, donc c'est des cas types, hein, c'est pas le modèle dans son ensemble qui permet de simuler la carrière de tout un échantillon. Voilà, mais je passe assez vite. Je vous laisserai le descriptif, aller voir le descriptif. Alors, donc là, je vous ai parlé de 3 modèles qui ont été mis en open source. Maintenant, je vais vous parler de 3 bases de données qui ont été mis en open data. Donc la première s'appelle les RI domiciles floutés. Donc en fait, ce sont des remontées individuelles des conseils départementaux. Là, dans l'open data, ont été mis un extrait de ces RI, parce qu'évidemment, c'était pas possible de les diffuser. Et du coup, elle porte sur un sous-échantillon, quand même assez fourni, de 310 000 observations. Et ces données ont été floutées pour garantir la confidentialité des informations individuelles et bien sûr empêcher toute réidentification indirecte. Ces valeurs floutées restent proches des valeurs réelles et les résultats obtenus avec les valeurs floutées restent comparables à celles obtenues avec des données exhaustives. Donc pour rappel, hein, ces données fonctionnent parfaitement avec le modèle Autonomix. On peut faire tourner le modèle Autonomix avec les RI floutés. Donc elles sont disponibles sur le site de l'adresse et je vous ai mis le lien correspondant. Alors, deux bases de données qui concernent 2 enquêtes, qui sont aussi en open data. La première concerne l'enquête sur l'aide sociale des départements. Donc, c'est une enquête au niveau départemental et elle permet, elle concerne toutes les aides sociales qui sont versées par les départements aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Elles contiennent les caractéristiques des bénéficiaires de l'APA, de l'aide ménagère, de l'ASH, donc l'aide sociale à l'hébergement, mais aussi la prestation de compensation du handicap. L'enquête annuelle auprès des caisses de retraite permettent d'avoir des informations annuelles sur les effectifs de retraités, ainsi que sur les montants moyens de pension des principaux régimes de retraite. Donc, et maintenant, je vais vous présenter l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée. Donc, c'est un indicateur au niveau communal, donc il est extrêmement détaillé, qui tient compte de l'offre et de la demande des communes environnantes. Et il permet de mesurer l'adéquation entre l'offre et la demande de soins de premier recours et d'assistance à un échelon géographique fin. Il met en évidence des disparités d'offres de soins qu'un indicateur usuel de densité calculé à une maille plus large aurait tendance à masquer. Donc, quand je parle d'indicateurs sur un niveau plus agrégé, c'est comme par exemple les bassins de vie ou les départements. 3 indicateurs ont été mis à disposition. Donc, les APL aux établissements d'hébergement pour personnes âgées, les APL aux résidences autonomie et les APL aux services procurant une assistance aux personnes âgées. Donc, encore une fois, je vous ai mis les liens de ces indicateurs, où trouver ces indicateurs et le descriptif. À venir, le code d'Autonomix, mais pour la partie établissement, va être diffusé d'ici peu. On pense qu'il sera disponible fin février, pareil, sous forme de package pour faciliter l'utilisation. Voilà, je vous ai mis tous les liens qui vous donnent de la documentation sur l'ensemble des bases de données que j'ai évoquées, ainsi que des modèles. Et également où télécharger les modèles, télécharger les codes des modèles et les données. Voilà. Merci pour votre attention. Je crois que j'ai parlé un tout petit peu vite.